Flashback sur Séance Radio. Le cinématographe permet de projeter des images sur un écran. Toute l'actu des grands classiques du cinéma. Bientôt, les films vont être sonorisés. Flashback avec Antoine Cyr et Antoine Julien. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'aspect grandiose du mélange. Our first full-length motion picture feature in color opens a whole new world of thrill. Flashback sur Séance Radio. Ça, c'est le cinéma. Dans l'agenda de Flashback du mois de mai, on parle des ressorties en salle de plusieurs films de David Lynch, de Faster Pussycat Kill Kill de Russ Meyer, des Moissons du ciel de Terrence Malick et au milieu coule une rivière de Robert Redford. On revient également sur les rétrospectives autour du cinéma russe et de Claudia Cardinal. On débute cette émission avec les événements autour du cinéma classique et le principal évidemment est la sélection de Cannes Classique au Festival de Cannes. Rappelons que Cannes Classique fait partie de la sélection officielle. C'est une sélection de grands classiques, de grands films du patrimoine présentés en version restaurée. Alors évidemment pour ce 70e anniversaire du Festival de Cannes, il y aura beaucoup de films ayant trait à l'histoire du festival. Alors je tiens à préciser qu'à l'heure où nous enregistrons cette émission, nous n'avons pas encore la programmation définitive de Cannes Classique. Nous n'en connaissons que les grandes lignes, notamment la Bataille du Rail de René Clément, première Palme d'Or, Grand Prix du festival en 46. En 46, grand film sur la résistance. Et d'ailleurs c'est intéressant parce que les premières années du Festival de Cannes vont beaucoup couronner de films sur la résistance, et notamment en 57 il va y avoir un film qui est Canal de Andrzej Wajda, qui est un film qui raconte comment les gens qui sont emprisonnés dans les partisans qui sont emprisonnés dans l'insurrection de Varsovie essayent de fuir par les égouts. C'est un film absolument magnifique, c'est peut-être le plus beau film d'ailleurs de Wajda, parce que il y a à la fois une esthétique, une douleur et en même temps une capacité de nous faire partager ce moment historique terrible, et donc c'est le point de départ de la relation entre Wajda et Cannes, qui va ensuite fleurir. Et justement Andrzej Wajda sera à l'honneur grâce à la projection donc de L'Homme de Fer. Une délégation polonaise viendra également rendre hommage au cinéaste récemment disparu. Donc Cannes Classique qui s'annonce encore cette année sous de beaux auspices. Donc L'Homme de Fer qui a eu la Palme d'Or en 1981. Oui, bien sûr, oui, L'Homme de Fer, Palme d'Or en 80. Voilà, c'est un des grands films évidemment de cette histoire commune de Wajda et de Cannes, puisque le Festival de Cannes a joué un rôle très important dans le fait de faire émerger Andrzej Wajda comme la conscience finalement du peuple polonais. Parmi les autres événements autour du cinéma classique en ce mois de mai, signalons celle consacrée au cinéma russe, moment d'histoire à l'occasion du centenaire de la révolution d'octobre 17. Un voyage à travers le cinéma russe et son histoire, des premiers films muets d'Eisenstein aux grandes fresques d'Andrei Konchalovsky ou Elem Klimov. Cette rétrospective de classiques et de raretés, de films muets et de parlants avec 2 ciné-concerts accompagnés au piano. C'était à l'Institut Lumière de Lyon. Du 26 avril au 24 juin, parmi quand même les grands événements, les grands moments cinématographiques de cette rétrospective, citons donc plusieurs films d'Eisenstein, dont La Grève qui sera projeté qui sera projeté au mois de mai, également présenté bien sûr Le Cuirassé Potemkin d'Eisenstein toujours, et puis toujours sur ce cinéaste Octobre, qui est quand même un film extraordinaire, notamment en termes de montage, et puis bien sûr certains films parlants de Boris Barnett, de Konchalovsky donc, de Gleb Panfilov, donc une rétrospective à découvrir à l'Institut Lumière. Et puis une actrice également qui est à l'honneur, toujours à l'Institut Lumière, c'est Claudia Cardinal. Une rétrospective autour de ses films a lieu du 26 avril au 25 juin. Femme et actrice libre, à la beauté ravageuse. Elle est l'une des actrices les plus marquantes de son temps. Elle a tourné avec Fellini, Visconti, Léon, Herzog, entre autres. Elle a une carrière ponctuée, de rôles mythiques. Sans doute, elle a connu sans doute le plus grand du cinéma italien, et pas que. C'est une actrice donc évidemment incontournable. Parmi les quelques films que l'on pourra
pourra découvrir dans cette rétrospective Claudia Cardinal, citons 8 et demi, notamment de Fellini, La fille à la valise de Valerio Zurlini, Le pigeon de Monicelli, mais aussi bien sûr Le guépard de Visconti, et puis également sa parenthèse américaine avec La Panthère rose de Black Edwards. Et puis j'en profite pour signaler que Sandra de Luchino Visconti ressort dans les salles le 17 mai. Et alors ce qui est extraordinaire sur Claudia Cardinal, c'est que c'est une actrice qui est devenue presque italienne par effraction, puisque à l'origine Claudia Cardinal, elle a grandi à Tunis. Alors c'est vrai qu'elle avait de la famille qui était sicilienne, elle parlait le sicilien à la maison, et à l'école elle parlait le français. Et effectivement, quand vous discutez avec Claudia Cardinal, c'est une personne qui parle le français tout à fait sans accent, parce que c'est, pour ainsi dire, sa langue maternelle. Et en fait, elle n'a appris l'italien que lorsqu'elle s'est mise à tourner dans le cinéma italien. C'est tout à fait extraordinaire. Le presento mio marito, Andrea Dozzi. Sandra, questa casa è meravigliosa, sai. Io non me l'aspettavo. Non t'ho vista per 4 anni e poi strisci qui come un serpente. Parmi les ressorties de ce mois de mai, focus sur David Lynch. Et oui, on le sait maintenant, David Lynch a réalisé la nouvelle saison de Twin Peaks qui sera présentée, enfin les 2 premiers épisodes seront présentés en première mondiale au Festival de Cannes. Et David Lynch est aussi à l'affiche des ressorties avec tout d'abord Mulholland Drive. Alors Mulholland Drive sorti en 2001 qui ressort en version restaurée le 10 mai. Cela semble un film récent évidemment pour Flashback, et pourtant Mulholland Drive est pour certains, et je ne suis pas loin de le penser, le plus grand film du 21e siècle, enfin en tout cas l'un des films les plus importants, le sommet d'une filmographie d'un cinéaste qui a tout de même marqué le cinéma de son empreinte. Mulholland Drive, c'est d'abord la révélation bien sûr de Naomi Watts qui a 35 ans à l'époque, au début des années 2000, crève l'écran. Et puis alors rappelons un petit peu l'origine du film, qui devait être l'origine le pilote d'une série diffusée sur la chaîne ABC. La version pilote ayant été annulée par la chaîne, Lynch décida de tourner des scènes supplémentaires, formant le film de cinéma que l'on connaît. Il signe là une œuvre vertigineuse et labyrinthique dont les clés de compréhension sont encore sujets à interprétation. Qui n'a pas vécu des conversations endiablées sur les possibles multiples clés de ce film, baigné par la musique inoubliable de son fidèle compositeur Angelo Badalamenti, qui avait également bien sûr signé la musique culte de Twin Peaks. En effet, un des plus grands films du cinéaste, peut-être le plus accompli, une filmographie qui avait débuté en 1977 avec Eraserhead, qui ressort lui aussi en salle le 31 mai. Eraserhead tourné en noir et blanc et autoproduit avec un budget de $20,000 qui installait déjà brillamment l'univers cauchemardesque et dérangeant du cinéaste. Un cinéaste qui est devenu culte grâce à la série Twin Peaks au début des années 90, dont il signa un préquel sous forme de long métrage sorti en 1992 et présenté au Festival de Cannes, Twin Peaks Fire Walk With Me, qui lui aussi ressort le 31 mai. Décidément, on ne pourra pas passer à côté de David Lynch en ce mois de mai, dans une nouvelle version restaurée 4K. En fait, Twin Peaks Fire Walk With Me était un préquel, racontait ce qui s'est passé avant la série. David Lynch d'ailleurs nous a prévenu que pour les nouveaux épisodes, il faudrait sans doute le revoir, puisqu'il s'inspirait beaucoup de ce film, qui a été un échec à sa sortie. Le film a été assez mal compris. Il est donc à revoir avant de découvrir cette saison 3, donc dont les 2 premiers épisodes seront diffusés donc au Festival de Cannes, avant leur diffusion sur Showtime, la chaîne américaine, le 21 mai. Il n'y a pas encore de date de diffusion en France. A young girl has been murdered, 17 years old. Can you tell me who it was? Laura Palmer. This kind of fire's very hard to put out. The tender boughs of innocence burn first. And then all goodness is in jeopardy. Oh my God. What did you do?
Changement de registre avec Ruth Meyer qui nous propose son Faster Pussycat Kill Kill en version restaurée HD le 3 mai, soit 3 danseuses un peu déjantées sur les bords qui foncent au volant de leur voiture de sport. Lors de leur virée sauvage, elles rencontrent un couple d'amoureux. L'une d'elles, Varla, campée par l'explosive Turana Satana, provoque le jeune homme et finit par le tuer. Elle n'hésite pas alors à enlever la jeune femme et partent dans une folle cavale. Alors, Ruth Meyer, vous allez nous en dire quelques mots, Antoine, c'est quand même le cinéaste préféré de John Waters et d'Andy Warhol, adulé bien sûr par Tarantino dans de nombreux films, mais particulièrement dans son Boulevard de la Mort. C'était le pape de la série B, au décolleté savamment garni, au budget dérisoire. Je rappelle que Faster Pussycat Kill Kill a été tourné en une semaine. Hein. Oui, d'ailleurs, la plupart des films de Ruth Meyer ont été produits par sa propre société de production, la titanesque RM Film. Ça ne s'invente pas non plus. Et donc ça ne s'invente pas. Donc voilà, enfin Ruth Meyer, pardon, mais c'est vraiment un des papes de la contre-culture américaine. C'est quelqu'un qui a complètement vécu en dehors des studios. D'ailleurs, ce qui est assez extraordinaire, c'est que un jour il a été embauché par la Fox pour faire un film qui mettait en vedette les Sex Pistols. Évidemment, le film ne s'est jamais fait parce que quand la Fox a vu ce que Ruth Meyer était en train de prévoir, ils ont dit non, mais nous, notre métier, c'est de faire des divertissements familiaux. Il n'y avait pas grand-chose de familial chez Ruth Meyer. Pour autant, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'il y a une espèce de vision, évidemment, de la femme qui n'est pas une vision qu'on pourrait qualifier de féministe, encore que les personnages féminins soient des personnages très forts, hein. Ils ont des décolletés importants, mais ils ont aussi des caractères qui sont des caractères bien trempés. Ce sont quand même les femmes qui mènent clairement la danse dans les films de Ruth Meyer. En même temps, Ruth Meyer, c'est quelqu'un qui avait il avait découvert le sexe en accompagnant Hemingway dans les bordels en Europe pendant la guerre, donc voilà, c'est quand même un personnage ambigu. Et en même temps, quand vous regardez aujourd'hui un film de Ruth Meyer, on peut pas vraiment dire que ce soit un film pornographique, quoi. C'est un film qui est extrêmement, qui n'est pas explicite, comme le disent les anglo-saxons. En revanche, c'est quand même des films qui à l'époque faisaient scandale. Alors oui, celui-là, Faster Pussycat Kill Kill, est un peu le premier d'une série. Oui, il est assez chaste au niveau de l'image, mais par contre, il marque évidemment par son humour noir et son esthétique déjà très cartoonesque. Mais Ruth Meyer n'est pas qu'un cinéaste de série B, il avait quand même un talent quand même pour le montage, pour les cadrages, enfin il y a quand même une esthétique qui est derrière. Ce qui est extraordinaire, c'est que c'est un vrai autodidacte, c'est quelqu'un dont les références sont effectivement, et c'est pour ça que il est très proche de Tarantino en ce sens-là, parce que les références de Ruth Meyer, c'est effectivement les bandes dessinées, c'est effectivement les cartoons, c'est la pop culture, c'est un enfant de la pop culture, mais c'est quand même quelqu'un qui, notamment avec la guerre, a voyagé, qui connaît pas mal de choses, mais c'est un autodidacte complet. Alors Faster Pussycat est le premier film d'une série donc qui se prolongera de manière plus explicite et surtout plus violente avec sa série des Vixens, hein, les méga, les super, les ultras, à l'érotisme cette fois beaucoup plus prononcé. Donc une bonne occasion de redécouvrir ou de découvrir donc ce film de Ruth Meyer, Faster Pussycat Kill Kill, une œuvre régressive et jubilatoire à savourer de nouveau dans les salles. You're wasting yourself on this kid and hanging yourself for nothing. For nothing? It's got nothing to do with the money. She is the money. Jack and Jill, they make the mafia look like brownies. Hey, he's a big one, ain't he? Got mustache all the way to his ears. Yeah. 10% of your action be enough for anyone. Le 4 mai sortira dans les salles le nouveau film de Terrence Malick, Voyage of Time, en séance unique. Vous n'aurez que ce jour-là pour le voir. Mais Terrence Malick fait aussi parler de lui dans les ressorties avec Les Moissons du Ciel. Sans doute, selon moi, son plus grand film réalisé en 1978 qui ressort le 17 mai. L'action du film se déroule en 1916. Un ouvrier campé par Richard Gere, qui était alors dévolu aux séries télé, dans une fonderie et sa compagne Brooke Adams, campée par Brooke Adams, quitte Chicago pour faire les moissons au Texas. Voyant là l'opportunité de sortir de la misère, il la pousse à céder aux avances d'un riche fermier, interprété par Sam Shepard, qu'il savent atteint d'une maladie incurable, mais elle finit par tomber amoureuse du fermier. Alors dans presque tous les films de Malick, la nature tient une place prépondérante, mais elle n'a jamais connu une telle incarnation que dans ce film, tour à tour enveloppante et menaçante. Elle reflète
superbement les élans du cœur et de l'âme des protagonistes, tour à tour attachants, manipulateurs et lâches. Le vent qui balaie les champs de blé à l'infini, le bruit strident des sauterelles sont les éléments successifs du drame humain à venir. Chaque plan est d'une beauté picturale éblouissante grâce à la photographie du très grand chef opérateur Nestor Almendros, qui avait d'ailleurs été oscarisé pour l'occasion. Alors, si l'ermite Malick est selon moi un peu perdu ces derniers temps dans un cinéma assez fumeux, eh bien revoyez Les Moissons du ciel, l'œuvre d'un très grand cinéaste. La nature est aussi grandement présente dans Et au milieu coule une rivière de Robert Redford, réalisé en 1992, qui ressort le 24 mai en version restaurée, mais également en DVD Blu-ray édité chez Pathé. Alors, Et au milieu coule une rivière est le 3e film de Robert Redford en tant que réalisateur, qui avait remporté plusieurs Oscars pour son premier film Des gens comme les autres. Il va se battre pendant 8 ans pour acquérir les droits du roman de Norman Maclean, dont le film est tiré. Alors, c'est l'histoire d'un père, un pasteur austère, et de ses 2 fils, à qui il lègue son amour pour la nature et la pêche à la mouche au cœur des paysages du Montana. Redford y a vu des réminiscences autobiographiques, parce qu'il avait connu un petit peu la même éducation. Alors, bien sûr, s'il ne joue pas dedans, il confie l'un des 2 rôles principaux à un certain Brad Pitt, qui était jeune à l'époque, dont le mimétisme avec l'acteur de Out of Africa crève l'écran quand on le revoit. C'est à mon avis un des films les plus sensibles et les plus pudiques de Redford, qui révèle son humanisme. Ce qui est formidable, c'est que d'un côté, on a un Redford qui est évidemment un amoureux de la nature, qui est un amoureux de ces montagnes du Montana, où il situera d'ailleurs aussi l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Donc il y a ce côté passionné pour sa région, passionné pour la nature et l'envie de nous faire partager les sons, les images, d'avoir des moments de contemplation. Et puis en même temps, là où c'est intéressant, c'est que de la même manière qu'on a parfois des films qui montrent les craquements et les douleurs et les fractures cachées sous l'apparence opulente de la ville, là Redford nous montre les drames qui sont cachés sous la sérénité et la simplicité apparente de la nature. Et ça, c'est du cinéma, de faire finalement de nous montrer quelque chose et ensuite de nous raconter une histoire qui va nous montrer que les choses ne sont pas telles qu'elles paraissent. D'un seul coup, ce qui est formidable, c'est que là, Redford lâche quand même un peu sa casquette d'admirateur de la nature pour faire quelque chose qui est du cinéma, qui va bien au-delà de ça. What are they fighting on? What?